Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Sandrine Martin-Grand, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Notre département bénéficie d'un confortable budget d'1,5 milliard d'euros, dont 360 millions en investissement. Il a notamment en charge les collèges et les routes, très voraces en finances publiques, mais aussi la politique sociale. Elle va du handicap aux personnes âgées en passant par la santé et la protection de l'enfance. C'est à ce titre, par exemple, que le conseil départemental évalue les migrants mineurs de plus en plus nombreux. On en parlera avec Sandrine Martin-Grand, qui est donc deuxième vice-présidente du département, en charge de la famille, de l'enfance et de la santé. Également présidente de l'OPAC, cet office HLM. Oui, un office public de l'habitat qui est rattaché au conseil départemental et donc qui gère 28 000 logements sur l'ensemble du territoire départemental et même un petit peu au-delà, puisqu'on a également quelques logements dans le Rhône. Donc une double casquette, présidente au titre du conseil départemental. Une délégation qui gère quoi? Un budget de plus de 150 millions d'euros, c'est ça? Oui, 160 millions d'euros. Alors c'est votre première participation au Récap Info, c'est la tradition. On va donc faire un peu connaissance, un peu mieux. Vous êtes varsoise, élue de Vars donc. C'est ça, je suis élue dans la minorité varsoise. Conseillère départementale de ce canton qui appartient, enfin c'est le canton de Pont-de-Claix, hein, c'est ça? Donc dans le sud grenoblois, en binôme avec Pierre Gimel, qui est lui aussi vice-président du département, maman de 2 enfants. Votre parcours professionnel avant d'être élue? Alors j'ai passé une partie de ma vie à l'étranger et j'ai créé et géré pendant plusieurs années une agence de voyage. Donc mon autre passion, c'est le tourisme. Et effectivement, je suis issue plus du privé que du public, bien que j'ai eu ensuite un passage au Conseil général à l'époque, où j'ai travaillé également comme attachée de groupe. Aujourd'hui, votre temps est 100% consacré à votre mission d'élu départemental? Mon temps est partagé entre ma mission d'élu départemental et la présidence de l'OPAC 38. Bien, on va revenir sur vos responsabilités de vice-président du département dans un instant. Avant cela, l'actualité de la semaine, évidemment, vous l'avez tous et toutes suivi, sont les principales mesures annoncées ce jeudi soir par Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national, 5 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. Hein, et donc, pour mettre fin à ce grand débat, Emmanuel Macron a longuement pris la parole depuis l'Élysée. Pas question pour lui de remettre à plat les réformes engagées. Il a fait part de quelques annonces que je vais vous demander de commenter. Sur le plan constitutionnel, pas de reconnaissance du vote blanc. C'était une demande assez marquée pendant ce grand débat national et notamment sur les ronds-points. C'est vrai que c'est une demande qui, depuis de nombreuses années, fait débat. Faut-il ou pas reconnaître le vote blanc ? Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est comment intéresser davantage les Français à se prononcer lors des scrutins, puisque c'est quand même une manière de changer la politique, de s'exprimer lorsqu'on n'est pas content. Encore faut-il effectivement savoir précisément pour quel scrutin et pourquoi on s'exprime. Donc, ne pas reconnaître le vote blanc, c'est un choix que je peux partager à condition de mieux intéresser les Français à la politique, à ce qu'est l'action publique et à aller voter lors des scrutins. Ou de les obliger, à condition de les obliger à voter. Ça existe en Suisse, par exemple. Ou de les obliger. Après, je partage un petit peu ce qu'a dit le président de la République hier soir sur ce point-là, c'est de dire je ne suis pas certaine que l'obligation soit la bonne formule. Parce que ce qui est important, c'est d'aller s'exprimer et de comprendre pourquoi on s'exprime. L'obligation n'aura pas forcément cette vocation-là. Et de plus, comment est-ce qu'on contrôle et comment est-ce qu'on agit sur ceux qui ne vont pas voter? Alors précisément, intéresser les citoyens à la vie publique et à la vie politique, ça passait aussi par une autre réclamation, une autre demande. C'était le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le président l'a totalement écarté. Lui souhaite davantage ouvrir le référendum d'initiative partagé, donc qui passe par le Parlement sur une pétition qui rassemblerait 1 million de signatures. Il abaisserait donc ce seuil du nombre de signatures. Je pense en effet que moi je suis une fervente défenseur de la démocratie.
Pour moi, la démocratie, c'est effectivement aller s'exprimer et la démocratie représentative. Après, que les citoyens puissent s'exprimer sur des sujets qui n'auraient pas été abordés lors d'un programme, parce qu'un mandat de 6 ans, c'est long et que quelquefois, on est amené à prendre des décisions sur des sujets qui n'ont pas forcément été prévus au moment de la campagne électorale. Je pense que ça peut être intéressant. Encore faut-il bien l'encadrer et arriver à bien expliquer les sujets sur lesquels il est important de se prononcer. On sait aussi que le référendum, c'est aussi parfois un moyen d'exprimer un mécontentement. Oui, c'est un peu épidermique parfois le vote référendaire. Voilà. Et je pense que dans ce cas-là, ça ne jouerait pas son rôle et ce référendum n'aurait pas son utilité. Donc pour moi, il est vraiment important d'expliquer, et je pense que c'est le rôle de tous les élus, et particulièrement les élus locaux, d'être en proximité, d'expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. C'est un petit peu notre doctrine au département. Intéresser les citoyens au vote, c'est aussi reconnaître tous les votes. Et le chef de l'État s'est engagé à instaurer une dose de proportionnel pour les législatives, 20% de proportionnel. Ça veut dire très concrètement que le Front National, enfin le Rassemblement National, aura plus d'élus dans la prochaine Assemblée. Il doit y avoir une représentativité. À partir du moment où on souhaite une démocratie représentative, il faut qu'il y ait une représentativité et que toutes les expressions puissent participer au débat. Après, il faut être prudent sur la proportionnelle, sur le scrutin de liste en particulier, puisqu'on sait très bien que les scrutins de liste éloignent les élus de la population, et quand on n'est pas rattaché à un territoire, eh bien c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il faut rester dans des proportions raisonnables. Bon, cette réforme constitutionnelle, le chef de l'État espère l'avoir étudiée au Parlement à l'été, a-t-il dit. Sur la question centrale du pouvoir d'achat, elle était quand même au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a annoncé une baisse significative de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, baisse qui sera notamment financée par la suppression de certaines niches fiscales des entreprises. On donne d'un côté, on est bien sûr obligé de prendre de l'autre, à hauteur de 5 milliards d'euros. J'ai envie de vous dire de nouveau 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, sachant qu'il y en avait eu déjà 10 au mois de décembre. Mais comment on va financer ? Et je crois que la grande difficulté, c'est effectivement de ne pas être en capacité, ce gouvernement n'est pas en capacité aujourd'hui de prendre des mesures et d'expliquer. Tout le monde a bien compris que pour alléger les impôts ou pour augmenter les retraites, il faut de l'argent public. Cet argent public, on doit le prendre quelque part. Ça, tout le monde l'a compris. Et aujourd'hui, on ne peut pas annoncer des milliards de dépenses supplémentaires sans annoncer comment, quelles recettes en face. Moi, ce que m'a inspiré ce débat hier, c'est de me dire, on a déjà eu les 10 milliards au mois de décembre. On avait eu le point de départ de la grogne des Gilets jaunes, c'était la taxe sur les carburants, qui, au-delà de l'aspect écologique, était quand même une recette supplémentaire pour l'État, donc qui permettait de financer des dépenses qui avaient été promises au début du quinquennat. Il fallait maintenir cette équivalente taxe carbone, finalement ? Non. Pour moi, il ne fallait pas la maintenir. Je pense que faire peser encore plus d'impôts sur les Français, ce n'est pas acceptable. Mais c'est une recette en moins, c'est ce que vous dites. Mais c'est une recette en moins. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire le train de vie de l'État et tout ce qui a été annoncé hier ferme plutôt la porte aux mesures envisagées pour réduire la dépense publique. Notons qu'en matière de dépenses publiques, le chef de l'État s'était engagé à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires sur le mandat. Ce jeudi soir, il est revenu en arrière en disant que finalement, il ne se sentait pas tenu par cette promesse. Absolument. C'est une des portes qui a été fermée. Il fallait continuer. Je ne suis pas... moi, je pense qu'on ne peut pas parler des fonctionnaires dans leur ensemble. Il faut regarder par secteur. Il y a des secteurs, et je pense notamment dans le secteur de la santé, où il faut apporter des réponses. Il ne suffit pas de s'engager sur ne pas fermer les hôpitaux. Il faut aussi donner les moyens à ces hôpitaux. Donc il y a des secteurs sur lesquels il est important de ne pas réduire le nombre de fonctionnaires, et notamment au niveau local.
On le voit au département. Aujourd'hui, on a de plus en plus de compétences. On a besoin de fonctionnaires qui exercent leur métier, qui le font bien. Il y a 5000 agents au département. Il y a 5000 agents. Il y a des agents sur les routes, il y a des agents dans les collèges, il y a des agents qui portent toutes les politiques publiques départementales dans le domaine du social. Quand on dit qu'il y a 600 millions d'euros sont consacrés sur le budget du département à l'action sociale, ça ne prend pas en compte les ressources humaines, donc ça ne prend pas en compte tous les travailleurs sociaux qui sont répartis sur tout le territoire départemental. On en a besoin. Après, je pense qu'il faut regarder des secteurs sur lesquels je pense qu'il y a possibilité de réduire. Alors, parmi les autres annonces faites ce jeudi soir par le chef de l'État, les retraités ont été particulièrement ciblés. Les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros, les pensions seront réindexées sur l'inflation dès janvier prochain. Il n'y aura à terme plus de retraites de moins de 1 000 euros, a dit le chef de l'État. Là encore, une mesure certes très importante. On ne peut pas ne pas être d'accord. Alors, ça m'a beaucoup fait écho, cette mesure, puisque j'ai reçu hier un couple qui ont travaillé toute leur vie et qui, à tous les deux, touchent 1 350 euros de retraite. On sait très bien que ce n'est pas acceptable et qu'on ne peut pas vivre avec de telles retraites. Encore une fois, comment on finance ? Quelles sont les mesures ? Et ce qu'il manque, c'est ça, et c'est ce qui aujourd'hui génère de l'inquiétude dans la population française. D'autant quand on évoque le pendant de toutes ces dépenses supplémentaires, on évoque rarement les économies. On dit comment compenser par des hausses de fiscalité. C'est ça. Or, une des principales revendications des Gilets jaunes, c'est de dire non, stop au trop-plein fiscal. Stop au trop-plein fiscal. Alors, il y a quelques mesures qui ont été annoncées, on va dire quelques intentions. C'est notamment l'acte 3 de la décentralisation, où là, il y a certainement des pistes d'économie, puisqu'aujourd'hui, on a des services déconcentrés de l'État qui gèrent des politiques publiques qui, par ailleurs, ont été transférées dans le cadre de la décentralisation. C'est le cadre d'un certain nombre de politiques sociales. Donc, il y a un doublon, c'est ça ? Il y a un doublon. Et le fait de décentraliser en totalité, d'abord, donnera la main complètement aux collectivités locales qui portent ces politiques publiques et qui en ont déjà la responsabilité. Quand j'entends qu'il faut que les collectivités en aient la responsabilité, on la porte déjà et on répond déjà au questionnement des Français sur ces questions-là. Ça peut être éventuellement une piste d'économie. On a aussi entendu parler de la suppression de certains organismes, donc on ne sait pas lesquels, mais je l'espère en tout cas que ce sera générateur d'économie de la dépense publique. Pour conclure sur cette intervention présidentielle cette semaine, selon un sondage Harris Interactive qui a été réalisé juste après l'intervention du chef de l'État, 37% des Français seulement, j'ai envie de dire, ont été convaincus par cette intervention. C'est votre cas ? Convaincu, pas convaincu ? Je ne suis pas convaincue. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un discours plus clair sur réponse et éventuellement baisse d'un certain nombre de taxes ou augmentation des retraites, ou en tout cas du pouvoir d'achat, mais avec une réponse en face sur le financement. Sur quelles mesures pour les financer. Alors vous évoquiez les politiques décentralisées, déconcentrées. Il y a notamment celle du RSA, le revenu de solidarité active. En Isère, vous avez instauré la réciprocité consentie. Il y a quelques semaines, le président du département, Jean-Pierre Barbier, a rencontré précisément à Paris Emmanuel Macron dans le cadre de ce grand débat national. Et il en a profité pour expliquer le concept qui est testé en Isère, cette réciprocité consentie pour les allocataires du RSA. Donc dans le cadre du contrat d'engagement réciproque, l'allocataire signe avec le département notamment un engagement avec du bénévolat dans une association. C'est ça. Donc en fait, la mission du département, au-delà de financer l'allocation RSA, c'est d'accompagner les allocataires pour les aider à retrouver un emploi. Il y a un certain nombre d'allocataires qui sont ancrés depuis trop longtemps dans le RSA, qui ont perdu confiance en eux et pour lesquels le premier pas vers le retour à l'emploi, c'est de leur redonner cette confiance et c'est de les replacer, de recréer avec eux du lien social. Jusqu'à présent, dans le précédent
programme départemental d'insertion avant 2015, il y avait un certain nombre de mesures qui étaient financées à des structures pour justement permettre à ces personnes de reprendre confiance en eux. Mais le constat qui était fait, c'est qu'ils se retrouvaient entre eux, entre allocataires, et qu'ils n'étaient pas ouverts vers l'extérieur. Et le lien social restait entre allocataires du RSA. Donc nous avons eu l'idée de créer ce qu'on appelle l'engagement citoyen et d'inciter ces personnes à s'engager dans des actes citoyens. Ça peut être l'accompagnement à une sortie scolaire, l'aide à l'organisation d'une fête dans sa commune ou l'engagement associatif, pour que ces personnes, à la fois, reprennent confiance en eux, recréent du lien social et valorisent des compétences. Et donc, c'est ce que nous avons mis en place dans le cadre du contrat d'engagement réciproque. Le contrat d'engagement réciproque étant le contrat signé entre l'allocataire et le département. Qui est systématique, normalement. Qui est obligatoire, qui est inscrit dans la loi et qui permet de formaliser les mesures d'accompagnement qui vont permettre de retrouver le chemin de l'emploi. Cette mesure a été primée à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, puisqu'elle a reçu le prix de l'innovation sociale de l'Université Grenoble-Alpes. Parce qu'il s'agit bien d'un dispositif volontaire. Si on évoque l'obligation, est-ce que vous avez le même raisonnement ? Alors, l'obligation, elle existe. C'est l'obligation d'engager des démarches pour retrouver un emploi. Et ça, c'est la loi, c'est le contrat d'engagement réciproque. Sauf que personne ne la vérifie, cette obligation-là, si. Le département a pour mission de s'assurer que tout allocataire a bien signé un contrat d'engagement réciproque dans lequel il s'engage à effectuer des démarches en fonction de là où il en est dans son parcours pour retrouver un emploi. C'est ça qui est obligatoire. Et c'est... donc après, l'engagement citoyen n'est qu'un outil qui permet, en lieu et place d'autres outils qui étaient utilisés auparavant, qui permet à ces gens de retrouver le chemin de l'emploi. Alors en 2 ou 3 ans, enfin en 2 ans de bilan, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça a marché ? Ça n'a pas marché, cette réciprocité consentie ? Ça marche plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, on a 20% des allocataires qui ont contractualisé un engagement citoyen dans le cadre de leur contrat d'engagement réciproque, avec des retours de terrain très intéressants, avec des personnes, à la fois des allocataires qui nous disent, eh bien, grâce à l'engagement et grâce au travail qui a été conduit, j'ai repris confiance et aujourd'hui, je suis prête à me réinvestir ou je suis prêt à me réinvestir dans la recherche effective d'un emploi. Et on a également des références, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent ces allocataires, qui nous disent eh bien, telle personne, j'aurais pas imaginé qu'il retrouve un emploi de sitôt parce que c'était quelqu'un qui avait perdu toute confiance trop éloigné et qui était vraiment très très éloigné. Et grâce à l'engagement citoyen, aujourd'hui, il est prêt et on va pouvoir l'accompagner vers quelque chose de... Donc, un allocataire sur 5 a signé ce contrat d'engagement. Est-ce que le nombre, du coup, parce que c'est quand même ça l'objectif, le nombre d'allocataires du RSA a baissé ? Oui, alors les chiffres sont là aussi au niveau du nombre d'allocataires, puisque depuis 2016, on a une baisse du nombre d'allocataires RSA de 10%, qui continue, qui se vérifie. Alors, il n'y a pas que l'engagement citoyen. Il y a le fait qu'auparavant, nous avions que 20% de contrats d'engagement réciproque signés. Aujourd'hui, on est à plus de 90%. On rappelle que c'est une obligation. Donc, 1, c'est une obligation, et 2, c'est ce qui permet de s'assurer que l'allocataire bénéficie d'un accompagnement, ce qui est son droit. C'est aussi la reprise économique qui permet de retrouver le chemin de l'emploi. Mais c'est aussi le fait que certains allocataires très éloignés, aujourd'hui, sont remis en situation de retrouver un emploi. Voilà donc pour cette réciprocité consentie dans le cadre de la politique RSA. Autre actualité cette semaine, et vous l'avez sans doute suivi, l'appel de 13 maires de grandes villes de France, dont le maire de Grenoble, appelle à l'État pour l'accueil des migrants. Ces maires dénoncent une situation indigne des migrants en France et réclament à l'État davantage de places d'hébergement supplémentaires. Depuis la fin de la trêve hivernale, fin mars, effectivement, plusieurs évacuations de campements de migrants ont eu lieu un peu partout sur le territoire. À chaque fois, plusieurs centaines de personnes doivent être prises en charge, ce qui engorge bien sûr les centres d'hébergement. On est au bout du rouleau, a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est vrai.
C'est vrai, et je comprends la colère de ces maires de grandes villes qui concentrent ces populations et qui se trouvent démunis face à ces situations, et notamment pendant les périodes d'hiver, même si l'État met en œuvre quand même le dispositif hivernal avec les collectivités pour ces périodes-là. Après, sur la réponse, je ne pense pas que la solution, ce soit d'ouvrir et de créer de nouveaux hébergements. Il faut que l'État assume sa compétence de la demande d'asile. La demande d'asile, c'est une richesse de notre pays de pouvoir accueillir des personnes qui arrivent, qui sont en insécurité dans leur pays d'origine, de pouvoir les accueillir. La démarche de la demande d'asile, un demandeur d'asile arrive, s'inscrit, fait une demande d'asile. Pendant cette période-là, il est généralement hébergé. Donc là, il faut qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Le problème de ceux qu'on retrouve dans les squats ou à la rue, ce sont souvent des déboutés du droit d'asile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un refus de la préfecture de la demande d'asile, quand on a passé, il y a une période de recours, donc il faut déjà que l'État traite dans des délais plus courts et la première demande et le recours. Et ensuite, lorsque les voies de recours sont épuisées et qu'il y a généralement délivrance d'une obligation de quitter le territoire français, il faut qu'elle soit exécutoire. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que les personnes soient reconduites, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on génère des situations. Ce système-là génère des situations où on a des personnes qui sont sans droit ni titre sur le territoire français, qui n'ont pas le droit à un logement, qui n'ont pas le droit de travailler, et qui sont là, et donc qui n'ont pas d'autre choix que d'être hébergés ou de se retrouver à la rue. Vous me dites, la puissance publique, État ou collectivité, n'a pas à héberger des gens qui ont été déboutés du droit d'asile. L'hébergement d'urgence sert à héberger des personnes à la rue, mais en même temps, aujourd'hui, la demande d'asile, à partir du moment où on refuse des titres de séjour, où l'État refuse des titres de séjour, et va jusqu'au bout d'une démarche, jusqu'à délivrer une obligation de quitter le territoire français, il faut que derrière, elle soit exécutoire. Parce que sinon, ces personnes sont à la charge des collectivités locales. Alors on parle là des migrants adultes, il y a aussi des migrants mineurs. Et là précisément, les départements sont en première ligne. On sait que la pression migratoire est forte aussi chez nous en Isère. C'est le département qui prend en charge l'accueil des mineurs non accompagnés, comme on les appelle pudiquement. Vous avez dit, il y a quelques mois, on est submergé par les arrivées massives de jeunes en Isère. Oui, nous avons connu des chiffres. Nous avons été le premier département français à accueillir des mineurs non accompagnés en nombre, avec des jours de pointe à plus de 30 ou 40 par jour. En 2018, nous avons eu plus de 2000 arrivées. Et donc effectivement, je dirais qu'on est un petit peu à la pointe sur ce sujet-là par rapport à d'autres départements, parce que justement, nous avons été submergés et que nous avons dû faire face. Donc pour cela, nous avons augmenté nos budgets, augmenté nos moyens et nos évaluateurs. Alors, ce qu'il faut comprendre... C'est combien ? C'est plus de 15 millions d'euros par an, hein. C'est plus de 15 millions d'euros par an, c'est 22 millions d'euros cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi nous a confié la charge de ces mineurs non accompagnés, l'évaluation et la prise en charge au titre de la protection de l'enfance. On comprenne bien, l'évaluation, c'est pour vérifier que ces mineurs sont véritablement mineurs et donc bénéficient de droits spécifiques. C'est ça. Donc la première étape, c'est de les évaluer. Alors, ce qui est un métier nouveau, si j'ose dire, puisque il n'y avait pas spécifiquement ni de compétences ni d'outils. Il a fallu former des professionnels. Et il y a une grille d'évaluation nationale, quand même, qui est produite, qui est on interroge les jeunes sur un parcours de vie. Oui, c'est un questionnaire de parcours de vie. Et ce questionnaire nous permet d'évaluer, au vu de ce qu'ils peuvent nous répondre, s'ils sont bien mineurs. C'est le cas de combien ? 40%, c'est ça ? On est à 35, aujourd'hui on est à 35% à peu près de jeunes qui sont évalués mineurs. Et donc ces jeunes, lorsqu'ils sont évalués mineurs, ils sont pris en charge par le département au titre de la protection de l'enfance, comme tous les jeunes que nous accompagnons. Donc ils sont placés dans des structures scolarisées et accompagnés jusqu'à leur majorité.
Donc vous le dites, on a été submergé, il y a eu une embolie du système. Vous dites même aujourd'hui, ça a tendance à s'atténuer un peu? Alors ça s'atténue d'abord parce qu'on a beaucoup structuré. Le fait d'avoir été complètement embolisé nous a obligés à repenser notre dispositif. Donc on s'est organisé différemment. Aujourd'hui, nous arrivons à évaluer les jeunes qui arrivent dans la journée, parce qu'une des difficultés aussi, c'est qu'on avait les jeunes, il y avait un délai de 1 mois et demi à 2 mois d'attente avant d'être reçus en entretien pour une évaluation. Durant lesquels il fallait les héberger? Durant lesquels il fallait les héberger, mais durant lesquels aussi, ils n'étaient pas scolarisés. Et ça, c'était un problème, puisqu'on a aussi des jeunes qui arrivent, qui sont très jeunes, et qu'il est important de pouvoir accompagner, prendre en charge au titre de la protection de l'enfance et scolariser. Donc une évaluation plus rapide. Donc une évaluation le jour même. Ils arrivent, ils sont évalués, nous avons mis des moyens de façon à ce qu'ils puissent être évalués le jour même. Ça, c'est la première mesure qui a permis de désengorger un petit peu le système. Et puis, la mesure supplémentaire, c'est que nous avons, l'État, dans le cadre de la loi Asile et Immigration, avait envisagé la possibilité qu'il y ait un fichier national biométrique avec un relevé d'empreinte pour que les jeunes, puisque ce qu'on avait constaté, c'était que les jeunes, lorsqu'ils étaient évalués majeurs dans un département, ils changeaient de département et ils venaient se faire évaluer dans le département d'à côté. Ce qui veut dire qu'en fait, on réévaluait des jeunes, déjà évalués certains 3-4 fois, et c'est ce qui pouvait contribuer aussi à engorger le dispositif. Donc on s'est porté volontaire pour expérimenter un fichier unique. Et donc, il n'y a que 3 départements en France qui, depuis début février, expérimentent ce fichier. C'est un outil supplémentaire. Et c'est certainement aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins d'arrivées qu'en 2018. Parce que, comme il n'y a que 3 départements en France qui expérimentent, eh bien, je pense qu'un certain nombre de jeunes préfèrent aller dans d'autres départements. Vous me disiez 30 à 40 jeunes chaque jour. Ça a été le pic de fréquentation du service. Aujourd'hui, on est à combien ? Alors, on était globalement sur l'année 2018 à une moyenne de 20 par jour. Et aujourd'hui, on est à 5-6 par jour. Alors, vous êtes aussi en charge de l'enfance et de la famille. Ça nous donne aussi l'occasion précisément de détailler un petit peu cette mission essentielle des départements. C'est un budget, vous le disiez, de 160 millions d'euros pour l'Isère. Cette fameuse aide sociale à l'enfance. Alors, les 160 millions d'euros, c'est toute la protection de l'enfance. Donc, ça comprend différents services, notamment des services de prévention. On a, par exemple, la protection maternelle et infantile, qui est un service qui est dans tous les territoires, dans toutes les maisons de territoire du département. Il y en a 12, je crois. Et il y en a 12 qui apportent une aide aux enfants de moins de 6 ans, avec des médecins, des puéricultrices. Ensuite, on a aussi des aides pour les structures de petite enfance, les établissements d'accueil de jeunes enfants, qui font partie de ce budget. Et puis ensuite, on a l'aide sociale à l'enfance, où là, on accompagne et on prend en charge des enfants dont les parents, soit lorsqu'il n'y a plus de parents, soit lorsqu'il y a des défaillances éducatives ou des carences éducatives de la part des parents. Donc ça peut s'exprimer par une aide à domicile et un accompagnement sur des familles qui sont très en difficulté avec leurs enfants. Et ça peut aller jusqu'au placement des enfants et à la prise en charge. On a à peu près 6 000 enfants qui sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance, dont 3 000 qui sont placés. Oui, c'est un chiffre qui a tendance à augmenter, ça, ou qui est stable? C'est un chiffre qui a augmenté considérablement ces dernières années avec l'arrivée des mineurs non accompagnés, puisqu'on a un tiers des 3 000 enfants placés qui sont des mineurs non accompagnés. Voilà, et on revient à cette fameuse embolie du système, pour revenir à ces mineurs non accompagnés, donc ces mineurs étrangers. Évidemment, ils intègrent un dispositif qui existait déjà pour d'autres enfants. Et notre grosse crainte au moment où le système était complètement embolisé, c'était de mettre en péril notre dispositif de protection de l'enfance. Parce qu'effectivement, on a créé des places, on a créé 250 places, mais bon, c'est compliqué, ça prend du temps de créer des places. Et il faut quand même qu'on soit en mesure de pouvoir prendre en charge les jeunes qui sont en danger au sein de leur foyer familial.
J'aimerais qu'on évoque une autre politique du département. Alors, vous n'en avez pas la charge directe, puisque la vice-présidente en charge du handicap, c'est Laura Bonnefoy. Le département y consacre 180 millions d'euros par an à cette question du handicap. Il faut dire qu'un Isérois sur 8 est concerné par une situation de handicap. Ça représente une famille sur deux. Avec des financements du département, un appartement témoin, un espace pédagogique est né à Grenoble, rue Félix Esclangon. C'est l'Aparté. Quand on commence à devenir fragile ou à être en perte d'autonomie, comme on dit, des pertes d'équilibre, des troubles de la mémoire, des troubles de la vision, finalement on cherche à rester, si je puis dire, évidemment complètement autonome au domicile, donc à avoir des solutions qui m'aident à compenser ou à vivre avec ma fragilité ou mes difficultés. Et donc il y a un certain nombre de solutions qui vont m'aider à faire ça. Par exemple, j'y vois moins bien, eh bien, il y a des systèmes qui vont pouvoir lire automatiquement des étiquettes. Je perds l'équilibre, eh bien, il y a des systèmes qui vont permettre soit de me tenir sur une barre d'appui, soit avoir des accès au balcon avec des pentes inclinées pour pas que j'ai une marche à passer. Je commence à oublier éventuellement des équipements électriques ou ma baignoire qui coule, donc j'ai un capteur d'eau ou j'ai une prise électrique qui va me rappeler que le dispositif est toujours en marche et donc il faut que j'aille l'éteindre. Voilà, donc en fait c'est autant de solutions qui participent finalement du confort, qui ne sont pas forcément des solutions très spécifiques, mais ce confort va m'être utile du fait que j'ai plus les mêmes capacités ou les mêmes habitudes qu'avant. Donc cet appartement va essayer de donner des exemples et d'illustrer qu'il existe des solutions pour inciter les professionnels et les usagers à aller les chercher et à s'en emparer. Voilà, le maintien à domicile, un enjeu de taille évidemment pour les personnes en situation de handicap comme pour les personnes âgées. Le département s'est pleinement engagé dans cet enjeu. Oui, le département finance l'allocation adulte handicapé et est pleinement engagé, effectivement. Alors, pas tout seul, puisque l'État, l'ARS, l'Agence régionale de santé, finance aussi. Et nous avons besoin, dans ce domaine-là, je parlais tout à l'heure de la santé, mais effectivement d'un certain nombre d'aides et d'accompagnements qui seraient bienvenus dans le domaine du handicap. Et si vous vous sentez concerné par ces questions, n'hésitez pas à contacter la Maison de l'Autonomie ou bien sûr la Maison de territoire du département dans les cantons. Le département qui a fait récemment une enquête de satisfaction par IFOP, par l'Institut IFOP. 80% des Isérois sont satisfaits de l'action du département. Ça ressemble un peu à un plébiscite. Est-ce que ce n'est pas un peu truqué ? Non, ce n'est pas truqué. C'est une enquête qui a été réalisée par l'IFOP, qui a été conduite dans plusieurs départements, que nous avons souhaité conduire parce que, en tant que garant de la bonne utilisation des deniers publics, nous avons souhaité mettre en place, dès le début de notre mandat, une évaluation de nos politiques publiques. Cette évaluation, elle passe aussi par la satisfaction des Isérois ou pas sur les mesures qui sont prises. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on leur a demandé notamment de classer les actions qui étaient prioritaires, celles qui étaient intéressantes, celles qui étaient jugées les mieux assumées. La gratuité des transports en commun, le transport scolaire a été plébiscité. La création des places d'hébergement pour les personnes handicapées, on vient d'en parler. Les travaux dans les collèges, notamment, sont les 3 grandes actions qui arrivent en tête. Oui, absolument. Et c'est plutôt une satisfaction, effectivement, puisque ce sont des politiques fortes menées par le département. Pour votre délégation aussi, 6 Isérois sur 10 se disent satisfaits des actions en faveur de la famille. C'était plutôt une bonne surprise, parce que je ne pensais pas que la protection de l'enfance soit bien connue des Isérois, et c'était plutôt une bonne surprise. Effectivement, le département est le chef de file de la protection de l'enfance, et c'est une des premières missions du département. Le département a aussi interrogé les Isérois sur un chantier très grenoblois, les travaux de la 480, le passage à 2 fois 3 voies. 8 personnes sur 10 se disent favorables. Les travaux ont débuté. Vous êtes aussi élu dans notre métropole. Qu'est-ce que vous en pensez, ce chantier qui a débuté, qui va être très perturbant ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est sûr, mais quel chantier n'est pas compliqué ? Je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce qu'effectivement, on a besoin, il y a longtemps qu'on en parle, et on a besoin de désengorger notre métropole, on a besoin de fluidifier le trafic, à la fois pour le quotidien des Isérois, mais aussi pour l'attractivité économique. Et
pour habiter dans le sud de la métropole et échanger notamment avec des entreprises du sud. C'était une des conditions pour qu'elle reste dans le sud de la métropole. Ouais, mais d'un autre côté, on sait maintenant que cette nouvelle voie rapide, elle sera limitée à 70 km/h, qu'une des 3 voies sera finalement réservée au covoiturage. Est-ce qu'on aura vraiment 2 fois 3 voies ? On aura 2 fois 3 voies et on aura une fluidité. Après, j'ai envie de vous dire, rouler à 70 km/h, ça sera déjà beaucoup mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on est arrêté, voire à certaines heures, on roule péniblement à 20 ou à 30 km/h. Et avec des bouchons qui ne sont pas du tout bons pour l'empreinte carbone. Donc je pense qu'à bien des égards, ce projet était attendu et effectivement, l'enquête l'atteste si besoin était. Petit zoom sur votre canton, celui de Pont-de-Claix. On va dans la commune de Vif avec le futur musée départemental Champollion. Le département est propriétaire du site depuis 2001. Le musée va ouvrir en 2020. Oui, enfin. J'allais dire, c'est une très bonne nouvelle. La politique culturelle départementale, très chère à notre président Jean-Pierre Barbier, a augmenté depuis le début de notre mandat. Donc 5 millions d'euros de travaux quand même. 5 millions d'euros de travaux, l'ouverture d'un nouveau musée départemental, ce qui n'était quand même pas évident au départ. Mais c'est vrai que lorsqu'avec Jean-Pierre Barbier, nous avons visité cette maison, nous avons vu combien il y avait de vie encore dans cette maison et quand on connaît l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de Champollion et de l'égyptologie, je pense que c'était important que l'on puisse ouvrir au public cette maison et je suis ravie de la décision prise par l'exécutif, par Jean-Pierre Barbier, bien entendu. Ce sera le 11e musée départemental. Il y a également en ce moment le chantier de déménagement des archives départementales. Là, c'est 37 millions d'euros de chantier. Tout ça va être inauguré, va être livré en 2020, 2021, juste avant les prochaines élections départementales. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que pour mener à bien des projets d'une telle envergure, il faut 6 ans. Et comme c'était des projets qui n'étaient pas dans les cartons quand nous sommes arrivés... Ma question est avec Fing. Vous êtes déjà un peu en campagne. Jean-Pierre Barbier a créé son association pour l'Isère. Jean-Pierre Barbier a créé un mouvement pour que se rassemblent les personnes qui portent l'action du département et qui soutiennent l'action du département. Je dirais la marque de fabrique de notre mouvement, de notre président et de nous tous, c'est de dire, dans l'Isère, au département de l'Isère, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ça reprend un petit peu ce que je disais au début de mon propos concernant les Gilets jaunes. Ce n'est pas un slogan de campagne, c'est une marque de fabrique. Et je crois que ce mouvement... Il a pour but de rassembler des hommes et des femmes qui soutiennent l'action départementale parce qu'on sait dire oui, mais on sait aussi dire non, on sait faire des choix. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis ravie que ce mouvement dépasse un petit peu les partis traditionnels et les positionnements traditionnels pour dire, voilà, on est réunis avec un objectif commun, on a fait campagne sur un projet commun, et on est réunis autour d'un objectif commun. Ça ne vous déplaît pas trop qu'on dépasse l'étiquette Les Républicains, Cette étiquette, elle est peut-être un peu trop marquée aujourd'hui ? Moi, ça ne me déplaît pas, puisque je pense que derrière les étiquettes, il y a des hommes, il y a des idées, et j'ai beaucoup de mal avec la politique politicienne. Je suis quelqu'un de pragmatique, je crois, de concrète. Et du coup, pour moi, le fait de travailler, d'être concret, et ce mouvement pour l'Isère se veut concret, il se base sur des réalisations, sur des positionnements, et ça me convient parfaitement bien. J'entends pour le département. Avant les départementales, il y aura les municipales en 2020. On entend à Grenoble parler d'un grand rassemblement qui irait du Parti socialiste jusqu'aux Républicains autour de En Marche. Vous pensez que c'est possible de faire un rassemblement aussi large ? Je pense que c'est possible. Parce qu'encore une fois, au-delà des étiquettes politiques, il y a des hommes. Et quand on est sur une élection municipale ou sur une élection locale, avant tout, il y a un projet. Aujourd'hui, Grenoble, c'est la ville dans laquelle je suis née.
Je suis un petit peu triste de voir ce qu'est devenu notre ville, qu'elle a perdu de son attractivité, qu'on parle de Grenoble pour son insécurité. Et je pense qu'il y a une autre vision pour Grenoble et une autre ambition pour Grenoble. Cette ambition, s'il y a des hommes et des femmes qui portent de façon commune cette ambition, et je pense que c'est le cas, enfin j'ose espérer que c'est le cas et qu'aujourd'hui il y a des réunions, alors on entend parler de réunions secrètes, il n'y a pas de réunion secrète, il y a des personnes qui échangent sur un projet commun pour Grenoble. Et ça peut aboutir. Sur une vision commune. Ça ne donnera pas un attelage un peu ingouvernable, impilotable. Je l'espère. Si on est capable de dépasser les partis et de se réunir sur une vision commune et un projet pour Grenoble, je pense que ça peut aboutir. Merci beaucoup Sandrine Martin-Grand d'avoir été notre invitée. On se retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le bonus de Récap Info dans un instant. Merci à tous de votre fidélité. À très vite avec un nouvel invité sur Télé Grenoble.